Je suis née le 26 ou le 27 novembre 1635 dans la prison de Niort, où mon père se trouvait enfermé depuis 1 an. Il prétendait plus tard s'être très bien accoutumé à toutes les sortes de prisons y ayant passé près de 20 ans de sa vie. Certaines femmes ont du goût pour cette sorte d'homme. À 16 ans, ma mère l'avait épousé malgré l'hostilité de sa famille et l'avait suivi, de prison en prison. Fils unique du célèbre poète Agrippa d'Aubigné qui l'avait maudit, tricheur, voleur, faux monnayeur, traître à son roi et assassin multiple, il dut au hasard de ne pas avoir la tête tranchée. Ma mère avait pris pension chez l'un des gardiens, comme font ordinairement les femmes des condamnés étrangers à la ville. Je dois croire qu'on ne séparait pas les époux avec trop de rigueur. Je naquis donc au milieu d'un dénuement tel qu'on peut dire que je naquis sur la paille. Prends ça, petite pouilleuse. On peut mourir de faim ou de froid, mais si l'on en réchappe, on oublie son mal. Quand on n'aurait souffert qu'un seul jour de la honte, on en meurt toute sa vie. Mademoiselle, Madame de Neuillan veut vous voir au salon. Je monterai sitôt que le foin sera déchargé. Son père était un gibier de potence, sa mère une stupide créature, et elle a grandi avec des sauvages. Lorsque Constant d'Aubigné est sorti de prison à la mort de Richelieu, cet insensé a emmené sa famille aux Antilles et il y est mort. Pour regagner la France, sa malheureuse femme a vendu jusqu'à ses souliers ceux de ses enfants. De retour à La Rochelle, ils furent réduits à vivre de mendicité. Vous vous êtes fait attendre, Françoise. Que faisiez-vous? Je finissais de compter votre foin. Eh bien, inscrivez le compte au registre. J'ai pu placer son frère cadet Charles comme page chez le comte de Parabère. Sa tante de Villette a recueilli cette malheureuse chez elle, avec son frère aîné Constant qui s'est sottement noyé dans les fossés du château. À peine déchargée du soin de ses enfants, leur mère a disparu. Elle aimait assez l'aîné qui s'est noyé, mais elle n'a jamais eu de sentiment pour les deux autres. Et elle est morte sans qu'on l'ait revue. Françoise est ma filleule. J'ai cru de mon devoir de chrétienne de l'enlever aux Villettes, sitôt que j'ai compris qu'ils en faisaient une fervente huguenote. Je l'ai mise chez les Ursulines de Niort. Elle a refusé de se convertir. Elle répond à mes bontés par de l'insolence et de la rébellion. Je ne sais pas ce qu'on fera de vous. Voici Monsieur de Méret qui a la bonté de proposer de vous donner quelques leçons pour vous instruire. Je m'intéresse à l'éducation des jeunes gens de qualité. Je projette de publier bientôt quelques textes à ce propos. Accepteriez-vous, mademoiselle, de servir à mes expériences? Je serais heureuse de ne pas demeurer aussi ignorante que je le suis, monsieur. Titiré, tout patulae recommence. Monsieur de Méret fit mon instruction et se plut à me découvrir les auteurs anciens, à m'enseigner la géométrie et la géographie. Sous le feuillage. Sous l'épais feuillage. Il m'initia le premier à l'art de la conversation, si essentiel en France pour faire son chemin dans le monde, et ce faisant, s'éprit de son écolière. Exprime mieux que tout autre les vrais sentiments du cœur. Monsieur de Méret était vieux et un peu ridicule. Je n'avais aucun goût pour lui, mais cette première conquête me flatta. Elle m'apprit que je pouvais plaire. J'en étais là de mon instruction lorsque Madame de Neuillan, qui devait regagner Paris pour y passer l'hiver, décida de m'y emmener avec elle. À peine eus-je mis le pied dans Paris
que la baronne m'enferma chez les Ursulines de la rue Saint-Jacques. Je ne vous montrerai dans Paris que convertie et bonne catholique. Je commençais à me lasser des brimades auxquelles m'exposait ma résistance. J'étais jeune et pleine de l'espérance de connaître bientôt des jours plus heureux. Je ne pouvais attendre de secours que de Dieu. Peu m'importait à la réflexion de le prier dans un langage plutôt que dans un autre, pourvu qu'on m'assurât qu'il m'entendrait à l'occasion. Ma conversion faite, Madame de Neuillan me tira d'un lieu pour lequel je n'avais aucun goût. Mademoiselle d'Aubigné, puis-je me flatter que vous me reconnaissez? Esprit Gabard de Villermont qui vous menait parfois herboriser à la Martinique. J'ai toujours le dessin d'une feuille d'igname que vous m'aviez donnée. Diascorea patatas. Ah, où est la douce chaleur de nos îles? Il fait un froid de gueux dans ce pays-ci. Vous êtes comme ma filleule qui a rapporté des îles la manie d'avoir toujours froid. Je sais que depuis l'Amérique, la destinée ne vous a pas épargné les épreuves. Ma chère enfant, vous apprendrez vite que pour bien vivre à Paris, il faut savoir rire de ses malheurs. Il faut me permettre de mener demain cette jeune personne à l'un de mes amis, Monsieur Scarron, qui se propose de partir bientôt pour les îles. Il sera avide d'entendre les récits que vous pourrez lui faire. Et vous serez étonné de voir un malade aussi plein de gaieté. Je suis une campagnarde, monsieur. Je ne sais pas raconter comme à Paris. Ne faites pas de simagrée. Vous irez. Voici ma capuche. Prenez-en soin. Je vous remercie. Efforcez-vous cette fois de ne pas vous comporter en sauvage. Je ne sais à quoi vous ont servi les leçons de Monsieur de Méret. Où qu'on vous mène, vous vous taisez avec un air niais. Si au moins vous étiez jolie. Adieu France, adieu Paris, adieu tigresse déguisée en ange. Je renonce aux vers burlesques, aux romans, aux comédies, pour aller vivre dans un pays où il n'y a ni hiver qui m'assassine, ni guerre qui m'affamine. Je vais dans l'Amérique, où règne le repos, sans froid, sans guerre et sans impôts. Je n'ai pas deux jolis petits pieds comme les vôtres pour courir au bon me semble. Et je m'ennuie de garder toujours les deux miens dans le même sabot. J'entends dire de tous côtés que le soleil et les herbes des îles ont des effets miraculeux. Notre ami Cabard m'a raconté la résurrection de ce commandeur de Poincy, tout perclus de douleur et quasi impotent, chez qui vous avez résidé plusieurs mois, à la Martinique. Cela me fait espérer que je pourrai ressusciter aussi. Et je suis impatient d'entendre de votre bouche précisément comment s'est opérée sa guérison. J'ai peu de souvenirs de mon séjour chez Monsieur de Poissy. Je me souviens d'avoir apprivoisé des singes qui avaient là-bas en grande quantité. Je vous demande pardon. Je dois prendre congé. Mais cette personne... Voilà une sotte petite fille. Je vous ramène à Niort. Vous n'êtes bonne qu'à faire une servante. Mademoiselle, je m'étais bien douté que cette petite fille que j'ai vue entrer il y a 6 mois dans ma chambre avec une robe trop courte et qui s'est mise à pleurer, je ne sais pas bien pourquoi, était plus fine qu'il n'y avait paru. La lettre que vous avez écrite à Mademoiselle de Saint-Hermand, de votre retraite du Poitou, est si pleine d'esprit que je me suis fâché contre moi-même pour n'avoir pas su deviner tant de malice et de sagesse. Maintenant que j'ai goûté au plaisir de vous lire, je serais jaloux de Mademoiselle de Saint-Hermand si vous ne m'écrivez pas comme à elle. Je vous répondrai du mieux que je pourrai. Et
vous découvrirez qu'il s'en faut de beaucoup que j'ai autant d'esprit. Tel que je suis et serai toute ma vie, mademoiselle, votre fidèle serviteur. Votre nièce a jugé mes lettres assez divertissantes pour les montrer à Monsieur Cabard, qui à son tour les a fait lire à Monsieur Scarron, qui les a trouvées assez bien tournées pour me l'écrire, et me prier, si vous le permettez, de lui répondre. C'est un des beaux esprits de Paris. Ce qu'il y a de plus distingué va chez lui. Vous devez vous féliciter d'avoir accroché son attention. Prenez soin de lui répondre comme il faut. Voici votre épistolier. Admirez comme le papillon est sorti de sa chrysalide. Ne vous étonnez pas du vacarme, mademoiselle. Petit Jacques, la reine Anne est au Louvre, mais toutes les affaires du royaume se traitent désormais dans ma chambre. Mangin, siège. Chaque jour, les alliances se font et se défont ici dans un vent de folie. Et les frondeurs de tous les partis tentent de gagner à leur camp la plume de Scarron, qui est la plus éloquente de France. La monarchie, c'est heureux. Voilà enfin avec une robe qui couvre vos mollets. Vous saurez, monsieur, que Madame de Neuillan a fait preuve d'une générosité admirable dans cette occasion, car cette petite robe de serge jaune accule sa noble famille à la ruine. Je lui suis reconnaissant de vous avoir amené à Paris. Je dois mon retour à vos lettres. Ces marques d'estime que vous m'avez données ont assez flatté sa vanité pour qu'elle consente à me sortir de sa province. Comment vous portez-vous? Fort bien. Entre chacune de vos lettres, le temps m'a semblé de plus en plus long. Et je suis heureux d'avoir enfin de vos nouvelles sans attendre la poste. Dans l'inquiétude. J'en ai plus qu'il ne m'en faut d'être estropié depuis les pieds jusqu'à la tête, sans avoir encore à me tourmenter pour vous comme je le fais. À quel propos, monsieur? À propos de ce qu'il adviendra de vous. Je doute que Madame de Neuillan se soit engagée à vous doter. La baronne de Neuillan a toujours regretté le pain qu'elle me donnait. Elle s'est fait violence jusqu'à ce que mon âme soit sauvée. À présent, l'obligation d'avoir à me nourrir 1 ou 2 fois par jour lui est insupportable. Et il lui tarde de déposer son fardeau. Sans parents et sans dot, il n'y a aucune probabilité qu'aucun homme ne vous demande en mariage et qu'aucun couvent ne vous accepte. Il ne vous sert à rien, ma pauvre enfant, d'avoir de si beaux yeux et autant d'esprit. Vous ne pouvez que vous lancer dans la galanterie ou vous faire domestique. Cela vous convient-il? Est-il dit que vous me ferez toujours pleurer? Pour mon repos, je vous fais l'offre de vous doter pour que vous puissiez entrer en religion ou bien de vous épouser moi-même. Je ne sais si vous mesurez votre fortune. Vous pouvez remercier le ciel d'avoir mis Monsieur Scarron sur votre route. C'est un noble cœur que ses souffrances ont rendu pitoyable aux autres et qui s'est laissé toucher par vos malheurs. Ne vous figurez pas que d'autres puissent être aussi généreux que lui. J'ai assez vécu, madame, pour savoir que la générosité est un trait peu répandu parmi les hommes. Les Ursulines de la rue Saint-Jacques vous recevront avec joie. Puisqu'il paraît que vous écrivez bien, avec un peu d'application, vous pouvez espérer un jour enseigner dans un couvent de province. J'ai le dégoût des cloîtres. J'épouserai Monsieur Scarron. Vous ignorez tout des réalités du mariage. C'est un homme d'un aspect si monstrueux qu'aucune femme ne saurait l'approcher sans horreur. Puisqu'il vous laisse libre de votre choix, oubliez ces sottises et entrez au couvent, ma fille. Croyez-moi. Monsieur Scarron est laid, cul-de-jatte et sans fortune, mais j'aime mieux l'épouser qu'un couvent. J'ai vu par ma mère à quel état de misère la passion peut réduire une femme et sa famille. Je suis donc bien aise de ne pas aimer Monsieur Scarron, bien contente aussi qu'il soit infirme et ne m'abandonnera pas à tout propos comme faisait mon père. Je reconnais à la future 2 grands yeux moqueurs. Après que le notaire eut dressé le contrat de mon mariage avec Paul Scarron, tandis que la guerre civile faisait rage, forçant le jeune roi Louis XIV à s'enfuir de Paris, la cérémonie fut célébrée dans le petit oratoire de l'hôtel de Troyes.
l'immortalité. Je vous donne cet anneau en signe du mariage que nous contractons. Je sus par la suite que le matin de son mariage, Scarron avait dit « Je ne lui ferai pas de sottises, mais je lui en apprendrai beaucoup. » Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Placez-vous en face de moi pour que je vous voie. À présent, ôtez vos vêtements. Pour retirer vos bas, posez votre pied près de moi. Je languis d'une tristesse tourmentée cruellement. Et si du mal qui me blesse, tu ne t'émeus aucunement. Ah, ma chère maîtresse, un baiser seulement. Approchez-vous. Plus près. Oh, ma chère maîtresse, un baiser seulement. J'avais escompté un mariage blanc. Il fut gris. Mangez! 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 Appelez Mangin afin qu'il me retourne. Je suis là, monsieur. L'opium! Je vais lui donner. Va. Vous êtes belle et bonne. Avez-vous commencé
à lire Montaigne, comme je vous l'avais recommandé? Oui. Et je vous en sais gré. Il m'apparaît que nul n'a poussé si loin la connaissance de l'esprit humain. Il me semble qu'il connaît mieux que moi mes pensées et qu'il les dévoile à mes propres yeux. Nous ne vivons jamais dans le présent. Nous sommes toujours au-delà. La crainte, le désir, l'espérance nous élancent vers l'avenir. Je voudrais que nous soyons les personnages d'un conte et que sous les yeux de la princesse, la bête hideuse se change par magie en beau prince. On était alors au cœur de la révolte contre l'autorité du roi et du cardinal de Mazarin. Monsieur Scarron se trouvait au centre de l'agitation des langues. Il avait publié cette terrible mazarinade que le roi ne lui pardonna jamais. On te coupera, pauvre Jules, et l'un et l'autre testicule. Et l'or au cardinal pelé, cardinal détesticulé, n'étant plus ni femme ni homme, comment paraîtras-tu en robe? Le mariage de Scarron porta sa gloire à son comble. Je me flatte d'être presque aussi considéré à Paris que le lion ou l'éléphant de la foire. Comme toute femme, la vôtre aspire sans doute à être mère. Êtes-vous en état de la satisfaire? Si vous prétendez vous en charger, ce n'est pas nécessaire. J'ai Mangin, mon valet, qui me prête ses jambes et qui fait fort bien pour moi ce que je ne peux faire. Ne poussez pas trop loin la plaisanterie. Je vous respecte comme je le dois. Je vous prie à votre tour d'épargner un peu ma pudeur. En vérité, tout le monde était là d'un désordre sans issue. Le peuple réclamait la paix. Les Français redevenaient royalistes. Au moment où la reine et le jeune roi rentraient triomphalement dans leur capitale, tous ceux qui avaient frondé contre eux avec passion s'enfuirent comme une volée de moineaux. Scarron, lui aussi, devait prendre le large pour éviter d'être pendu à la corde que dans son poème, il avait destinée à Mazarin. Cette brillante mazarinade, qu'il avait privée de sa pension, nous condamnait à l'exil et à la misère. Nous nous réfugiâmes en Touraine, dans une ferme dont Scarron avait hérité. Le lieu n'était pas gai. 3 années de guerre civile avaient désolé les campagnes. Ôtez votre chemise. Je garde de ce séjour le souvenir d'avoir eu froid. Serrez-vous pour bien nous réchauffer ensemble. Et puis les désordres prirent fin. Le roi pardonna, et tous les frondeurs reprirent la route de Paris. Le destin des poètes est de toujours dépendre des largesses des puissants pour ne pas mourir de misère. Des grands seigneurs sollicités, le surintendant Fouquet fut le plus généreux. Nous pûmes prendre un logis, que Scarron baptisa aussitôt l'hôtel de l'impécuniosité. Paris ne se ressentait pas des misères de la guerre. On sut bientôt qu'on s'amusait toujours chez Scarron. Monsieur le comte de Miosins, maréchal-duc d'Albret, est en bas. Il demande à être reçu. Si vous savez le retenir, votre salon redevient à la mode. C'est l'un des hommes les mieux en cour. Il doit son maréchalat à sa fidélité au roi pendant la fronde. Ma chère femme, vous allez voir un homme qui, dans tous les combats, a porté haut la valeur gasconne, et ses victoires d'amour dépassent encore celles de la guerre. Miosins, à l'amour si sensible, Miosins, au mari si terrible, si léger en toutes ses amours, qu'il en change encore et changera toujours. Eh bien, ceux qui m'ont fait votre portrait, madame, étaient de mauvais peintres. Mon cher Miosins, faites savoir au roi, s'il vous plaît, puisqu'il est votre ami, que s'il me rend ma pension, il pourra venir lui aussi soupirer des douceurs à ma femme. Cela devrait suffire à l'y engager. Le sort du monde est suspendu au
combat des deux plus grands capitaines du siècle, qu'ils reprennent chaque année. Monsieur de Turenne et le prince de Condé ont un génie égal, qui ne peut l'emporter sur l'autre. Leurs talents si égaux rendent toute conclusion heureuse, pour nous, infiniment retardée. Il le faut pourtant, car c'est un terrible danger. Je me donne au diable, monsieur, si j'ai entendu un mot au galimatia que vous nous bredouillez. Monsieur Ménage, épargnez un peu vos amis. Vous êtes en bonne compagnie, monsieur. Avant votre venue, monsieur Ménage s'en est pris à Homère. Je reproche à Homère d'avoir écrit une grande part de son œuvre en dormant. L'envie me démange de dire que beaucoup de ceux qui écrivent aujourd'hui devraient peut-être dormir davantage. Faut-il appeler Petit Jacques pour vous coucher? Non, je veux achever. Vous m'avez inspiré des vers que je trouve assez bons sur les chagrins que vos infidélités me causent, à ce point que je me suis fait pleurer en écrivant. Ces larmes sont sans raison, vous le savez très bien. Ne froncez pas votre beau front, mon ange. Je suis rassuré sur votre sagesse. Mais je ne suis qu'un pauvre poète qui doit s'arracher tous les jours des soupirs et des larmes pour faire bouillir sa marmite. Je jouais à vous imaginer maîtresse de Miossens pour chatouiller ma muse. Les dames qui s'abandonnent au conte de Miossens ont de bons yeux, mais guère d'oreilles, sans doute. Quand il parle, on n'entend pas ce qu'il veut dire, tant c'est un galimatia. Si vous voulez m'inventer des amours, il faut me destiner des cavaliers qui, en plus d'une belle apparence, aient de l'esprit. Je vous souhaite une bonne nuit. Jupiter disait que le plaisir de la femme surpassait en amour celui de l'homme. Peut lui importer d'épouser l'une ou l'autre. Et Junon C'est le soutenait cardinal, obstinément le contraire. De sorte que... Hier, on ne vous a pas laissé exposer vos vues sur la guerre. Reverrons-nous les Espagnols dans Paris ou les maintiendrons-nous hors de nos frontières? Et qui dénoua la question en faveur de... Alors qu'un exemple du contraire ne se rencontre pas chez nos ennemis, le roi d'Espagne trouve toujours chez les Français un grand seigneur ou une coquette prêts à trahir. Cette maladie si française augmente grandement les dangers. Vos mains sont d'une rare blancheur. En prenez-vous les soins qu'il faut? Je l'ignore. Prenez-vous du pain d'amande pour les laver? Pour sortir par temps froid, portez-vous toujours des gants et un manchon? Je ne possède pas de manchon. Vous êtes aussi simple et sans coquetterie qu'une enfant. Votre beauté mérite mieux que ce que vous faites pour elle. Vous fâcherais-je si je vous dis que la couleur de votre robe conviendrait mieux à une douairière qu'à vos 20 ans? Monsieur de Méré et Monsieur Scarron m'ont formé l'esprit, mais faute d'une femme de goût pour me l'apprendre, je ne sais pas sans doute m'apprêter aussi bien qu'on pourrait le souhaiter. J'en sais assez long sur les caprices de la mode. Permettez-moi de jouer auprès de vous le rôle de conseiller. J'obéirai exactement. Et je ferai tout ce que vous me commanderez. Que votre empire, amour, est un cruel empire. J'avais cru que le bégaiement de Monsieur de Miossens me retiendrait sur la pente du sentiment. J'ignorais encore dans mon innocence qu'un défaut bien marqué auquel on s'attache pour résister enfonce aussi sûrement dans l'amour qu'une pierre au cou d'un noyé. J'appris aussi que lorsqu'on aime, on paraît plus aimable aux autres. En peu de mois, je n'eus plus autour de moi, pour parler la langue de ces temps-là, que des prisonniers, des malades et des mourants.
Un cuistre a fait porter à ma femme l'autre jour une lettre où il la menace de l'attendre de plein pied dans son antichambre. Jusqu'à ce qu'elle veuille l'accueillir dans son alcôve de plein pied. Entendez-vous? La nouvelle ne demandait pas à être publiée. Ah, je voudrais faire mettre à la Bastille ceux qui maltraitent ainsi la langue française. De plein pied ou de pied ferme, c'est tout un pour ce pied plat. Je veux bien que l'on fasse l'amour à ma femme, mais je veux qu'on le lui fasse en bon français. 2 abyssins, de beaux yeux, grands, assassins. À grands traits de couleur jet, donne de l'amour à toute la cour. Et ces noirs tyrans n'ont pas encore 20 ans. Quelle belle langue que la nôtre. Vos yeux ont fait dans le Marais plus de blessés que toutes les campagnes de Flandre. Vous vouliez que je sois plus coquette? Je m'y suis efforcée. Le cœur ne sent point ce qu'elle dit, et elle ne dit point ce que les hommes sentent. Il est vrai que vos yeux sont des tyrans, mais il est faux qu'ils soient méchants. C'est leur douceur qui les rend si puissants. C'est la première fois que je vous vois rimer, monsieur. Si je n'y prends pas garde, vous me ferez faire toutes les sottises du monde. Éteignez un peu votre regard. Il me retient, comme la lumière un papillon. L'affaire pressante qui nous enlève Myocins à la gorge la plus généreuse de la cour. On entend dire qu'il a laissé Madame de Rohan pour la comtesse d'Olonne, c'est donc vrai? C'est une femme dont la beauté est trop éclatante et la conquête trop flatteuse pour laisser Myocins en repos. Est-ce une affaire faite? Si Myocins n'est pas encore comblé, il le sera bientôt. Il ne rencontre jamais de longue résistance. Et la dame n'en est pas coutumière. Approchez un peu. Venez là. Donnez-moi votre main. Oh. De tous côtés, je vois des malheureux qui vous caressent des yeux, qui soupirent comme des âmes en peine. Cette maladie me gagne. Je me sens devenir plus amoureux. Et j'entends dire qu'on vous trouve trop sage. On se plaint de votre cruauté. Et moi, vilain comme je suis, si j'étais un de vos galants, qu'aurais-je à espérer de vous? Oh, je suis bien heureux d'être votre mari et de pouvoir disposer de vous autant qu'il m'est possible. Petit Jacques, la fleur, allons me mettre au lit. Venez me rejoindre dans ma chambre tout à l'heure. Je viendrai. La révélation de la préférence de Myocins pour une autre me laissa d'abord anéanti. Puis, me souvenant de sa réputation, je me dis que sa passion pour Madame d'Olonne ne serait pas éternelle, et je résolus de provoquer sa jalousie. Je comptais que ces apparences suffiraient à me ramener Monsieur de Myocins. Par malheur, leur effet fut tout autre. Je vous laisse aller et venir librement. Et de tous côtés, on vient me rapporter que vous abusez ma confiance. D'où venez-vous? J'ai été entendre le triomphe de l'amour au Petit Bourbon en compagnie de nos amis, ainsi que je vous l'ai dit en partant tout à l'heure. Ah, je suis tout favorable au triomphe de l'amour, à la condition qu'elle ne se fasse pas à mes dépens. Je ne suis pas d'un naturel jaloux, mais je suis chatouilleux sur le point de l'honneur conjugal. Je vous prie de garder ces discours injurieux pour les moments où nous serons seuls. Il est trop tard pour vous cacher. Il se dit partout que Madame Scarron a jeté sa vertu par-dessus les moulins
et qu'elle ne refuse plus rien. Dans les hôtels du Marais, on a aussi vite fait de vous mettre en pièces que de vous porter au nu. Le tout sans plus de raison. Je n'en entendrai pas davantage. Vous entendrez la nouvelle épigramme de Gilles Boileau qu'on vient de m'apporter. Vois sur quoi ton erreur se fonde, Scarron, de croire que le monde va te voir pour ton entretien. Quoi, ne vois-tu pas, grosse bête, si tu grattais un peu ta tête, que tu le devinerais bien? Si vous n'aviez pas fait vous-même tant de plaisanteries, de mauvais goût sur votre mariage, on ne croirait pas que je doive aller chercher ailleurs les plaisirs que les autres femmes trouvent sous leur toit. Pour mon mariage, j'ai longuement hésité entre une fille de rien que je puisse appeler putain sans qu'elle s'en plaigne, et une fille sans bien. Pour mon malheur en vous, j'ai eu les deux. Vous me couvrez de honte devant vos amis, monsieur. Je n'ai pas attenté à votre honneur, et je ne mérite pas ces injures. Puis-je vous entretenir un moment, madame? Entrez, monsieur. Je viens tenter de calmer vos alarmes, madame, et d'adoucir votre chagrin. Trop d'épreuves redoublées me font prendre la vie en horreur. Tous ceux qui vous connaissent votre sagesse. Les emportements de Scarron sont à mettre au compte de la maladie. Ce soir, il souffrait de tous ses membres et cette méchante diatribe de Boileau l'a touché en plein cœur. Il faut lui pardonner. Dans l'état où il est, c'est un sort à la fois enviable et malheureux d'être votre mari. J'ai moi aussi à me plaindre de ma destinée, monsieur. Depuis le jour de ma naissance, je n'ai jamais connu la tendresse, ni les douceurs qu'elle procure. Tout homme d'expérience peut lire dans vos yeux que vous êtes aussi innocente qu'une enfant. Il me serait délicieux de vous faire découvrir les délices d'une tendresse partagée et de me faire votre guide dans ce pays qui vous est inconnu. Mais Scarron est mon ami. Aussi est-il plus sage pour vous comme pour moi que je ne paraisse plus de quelque temps dans cette maison. Votre femme de chambre me dit que vous êtes souffrante. Je viens prendre de vos nouvelles. Allez. C'est la fièvre des îles qui me reprend parfois. N'est-ce pas d'avoir trop frétillé et remué les fesses qui vous donne la fièvre? Je peux voir que vous avez bu sans frein et que vous divaguez. Je suis votre mari. J'ai le droit de savoir qui est entré chez moi. Qui a fourragé dans le corps de ma femme? A-t-il bien remué dans vous comme il faut? Avez-vous poussé bien des oh et des ah? Vous ne savez plus ce que vous dites. Appelez-vous laquais et sortez de ma chambre. Vous avez raison. À force d'avaler, je me suis empli, en effet. Oublions ça, oublions. Je suis un pauvre fou. Il faut prendre garde
à vos fréquentations, mignonne. Votre réputation doit être sans tache. Lorsque je serai mort, elle sera votre seul bien. Ne pleurez plus. Monsieur l'abbé, vous manquez d'entrain. Je suis encore tout fatigué d'avoir baisé un couille rabattu. L'abbé de Bois-Robert ne fait pas pénitence. Quand il couche avec ses valets, son pénis danse. Et je jure que jamais le compte de sa jolie maîtresse ne lui sembla si beau comme les fesses de ces jolis garçons. Mademoiselle de l'Enclos demande à être reçue. Après 4 ans de passion avec Monsieur de Villarceau, qu'il avait tenu éloigné de Paris, Ninon était de retour. Et j'étais impatiente de connaître enfin une femme pour laquelle à Paris, tant d'hommes se disaient prêts à toutes les folies. Je ne suis pas faite pour les longues amours. Il faut brûler d'une flamme légère, vive, brillante et toujours passagère. Être infidèle, aussi longtemps qu'on peut, car un temps vient où ne l'est pas qui veut. Voici donc la nouvelle souveraine de Paris. Voyons un peu ses yeux, dont on parle tant. Ainsi, mon petit Scarron, vous avez profité de mon absence pour vous marier. Après toutes vos protestations d'amour. Je vous aimais extrêmement, mais je n'en suis pas mort. Je me suis donc marié. On ne meurt d'amour qu'en poésie. Je vous pardonne votre infidélité. En faveur de votre choix, qui ne me paraît pas mauvais. Ma divine, vous nous revenez plus belle encore. Ne me flattez pas, mon petit Bois-Robert. Je vois Le comme- temps passant, ma tête folle nourrissait toujours l'espoir de subjuguer Monsieur de Miosins. Face à Ninon, je me sentais bien naïve et ignorante des choses de l'amour. Et je me dis qu'en la matière, je ne pouvais avoir de meilleur maître qu'elle. Ses yeux noirs, ce n'est pas tant qu'ils sont beaux, c'est qu'ils apprennent vite. Oh, venez, mignonne, venez ici. Le lendemain, je m'en fus à l'école, chez Ninon. Je ne suis pas depuis 2 semaines dans Paris que je sais déjà, mignonne, que vous m'avez volé quelques amants. Pour mes martyrs qui soupirent et qui n'obtiennent rien, je vous les abandonne. Pour mes payeurs, je crains un peu la concurrence des femmes vertueuses de votre espèce, car elles se donnent pour rien. Enfin, le monde est plein de banquiers. Et puis il y a ceux qui ont su me plaire et que j'appelle mes caprices. C'est autour d'eux que je n'aimerais pas trop vous voir tourner avec votre jeunesse. Laissez-moi la primeur de mes toccades. Je ne garde jamais longtemps mes amants. Vous pourrez les avoir ensuite, tout votre sou. Si on vous a parlé de mes amants, on a menti. Je suis fidèle à mon mari. Dans ma religion, la chasteté est exclue. La fidélité aussi. Il n'y a qu'un péché. C'est l'ennui. La leçon ce jour-là fut amère et me guérit de ma candeur. Tenez, Françoise. Voici justement un de mes caprices d'autrefois. Mais il ne m'a pas fait beaucoup d'usage. Et l'envie m'est venue d'en reprendre un peu. Il ne tient qu'à vous que je sois l'homme le plus jalousé de Paris. Vous m'avez si constamment prié ces jours-ci de vous accorder quelque chose que je vais vous exaucer et vous donner 3 semaines de passion. Un poète l'a dit mieux que je ne saurais. Ninon est contraire ou propice, selon qu'il plaît à son caprice. La vue de Miosins Et si au le pied de caprice est Ninon, pour moi, en me perçant le cœur, voilà y fit entrer enfin un peu plus de raison. Quel bonheur de pouvoir revenir chez Ninon. Ainsi nous porte ici le printemps et ses fleurs, ses ruisseaux, ses oiseaux et ses 1000 couleurs. C'est à Madame Scarron que nous devons d'avoir survécu à votre absence. Et je l'ai su. Adieu mes amis, je m'en vais. Vous êtes imprudente d'aller seule par les rues à la nuit tombée. J'ai moi-même été assailli l'autre jour
où je rentrais chez moi sans escorte. Je ne suis pas craintive. Mais je n'interdis pas que l'on me raccompagne. Il ne m'a pas toujours été facile de tenir ma promesse. Et de demeurer sans vous voir. Monsieur, le temps passant, je ne suis plus aussi étourdie que je l'ai été. Aujourd'hui, mon seul vœu est de voir régner entre nous une bonne et franche amitié qui ne me prive plus de vous, ni de vos conseils. Plus je vous regarde, plus ce mot d'amitié résonne tristement à mes oreilles. C'est en considérant la force de mon attachement pour vous que je choisis d'être votre amie toute la vie, plutôt que votre maîtresse pour un mois. J'ai eu le cœur changeant jusque-là. Mais avec vous, il n'aurait pas pu l'être. Je vous prends au mot, monsieur le maréchal. Aimez-moi toujours, comme une amie. Je vous appartiens, madame. Ce que vous voudrez faire de moi, je le serai. Par jeunesse, par ignorance, je me suis sottement acquise une réputation d'étourdie. Il m'importe désormais de donner au monde une meilleure opinion de moi. J'aspire à la fréquentation de femmes vertueuses dont l'exemple m'inspirera. Connaissant son grand mérite et sa dévotion, je souhaite ardemment que vous me fassiez rencontrer votre femme pour me lier d'amitié avec elle si j'avais le bonheur de lui plaire. C'est ainsi que je devins l'amie intime de Madame d'Albret. Femme de mérite et dévote de première ligne. Elle n'avait d'autre défaut, avec toutes ses vertus, que d'aimer un peu trop le vin. L'hébétude que lui donnait le vin, ajoutée à sa sottise naturelle, ne faisait pas de Madame d'Albret une compagnie très agréable. Je passais des heures avec elle à faire de la tapisserie, sans quasi dire un mot. Je me tins à ma résolution, quoi qu'il m'en coûtât. Je voyais Scarron vieux et malade. Je devais me préoccuper de mon avenir et me trouver quelque soutien. Grâce à l'amitié dont Madame d'Albret se prit pour moi, je pus pénétrer bientôt dans les meilleures maisons du Marais et être admise dans le cercle des femmes vertueuses et bien nées que je n'avais jusqu'alors guère eu l'occasion d'approcher. Madame d'Albret me fit connaître la duchesse de Richelieu, qui s'enticha de moi à son tour et m'introduisit dans d'autres sociétés. Je connus par elle Madame de Montchevreuil, qui avait si peu d'esprit que cela touchait à la niaiserie, mais qui conçut pour moi une affection si vive que j'en étais touchée. Sans qu'il en coûtât à mon orgueil, je rendais à ces dames toutes sortes d'offices. Je faisais leurs lettres d'affaires, leurs comptes et 1000 petites commissions. Chez Madame de Montchevreuil, j'avais toujours les enfants autour de moi. J'apprenais à lire à l'un ou le catéchisme à l'autre. Madame de Montchevreuil appréciait d'autant plus mes services qu'elle avait peu de serviteurs, étant alors presque aussi pauvre que moi. Un jour qu'elle attendait des visites et qu'elle ne pouvait nettoyer sa chambre elle-même, parce qu'elle était malade, ni le faire par ses domestiques qui l'avaient quittée, faute d'être payés, je me mis à frotter le plancher de toutes mes forces pour le rendre net. Il n'y a rien que je n'aurais été capable de supporter alors pour faire dire du bien de moi. Comme j'étendais mes efforts de propreté à l'antichambre, un visiteur qui sortait des appartements de Monsieur de Montchevreuil m'y surprit à 4 pattes. Je ne pouvais pas imaginer que j'aurais dans la suite 100 occasions de revoir sur cette bouche un peu dédaigneuse le même sourire, tout à la fois tendre et moqueur. Je n'avais pas pour autant cessé de voir Ninon. Sous quelques faux prétextes, je volais quelques heures de liberté à mes nouvelles amies pour me glisser sans éclat et sans bruit jusqu'à sa chambre.
Belle Ninon, tu m'en sors. Votre main, belle Iris, admirable et savante, par une douceur insolente, touche le cœur encore mieux que le mien. Je me sens... Françoise, je ne crois pas que vous connaissiez le marquis. Mais si, nous nous connaissons. On ne peut oublier madame lorsqu'on l'a une fois rencontrée. Elle a les plus beaux yeux du monde et une manière qui n'appartient qu'à elle de traverser une antichambre. Si monsieur l'assure, il faut que nous nous connaissions. Mais je n'ai pas le bonheur de savoir votre nom. Louis de Mornay, marquis de Villarceau. J'ai été plus curieux que vous et j'ai appris le vôtre de ma cousine, madame de Montchevreuil, qui vous considère comme la personne la plus parfaite qu'il y ait au monde. Madame de Montchevreuil est trop bonne. Elle veut ignorer mes faiblesses qui sont en grand nombre pourtant. Ne comptez pas trop sur les faiblesses de Madame Scarron, mon ami. C'est une jeune personne qui craint Dieu, et je ne peux l'en faire démordre. Je vous en veux, Ninon, de vouloir entraîner madame Scarron à pécher contre sa foi. Vous préférez être celui qui s'en charge, sans doute? Il est vrai qu'il n'y a rien de plus troublant qu'une femme pieuse qui oublie ses devoirs en versant des larmes de repentir. Il faut que dans son âme, l'amour de Dieu soit bien chétif. Ou l'amour d'un homme bien violent. Je ne crois pas être une prude, monsieur, mais j'avoue que ces discours ne sont pas à mon goût. Et passe l'après-dîner à ordonner à son petit équipage d'amour de se comporter cette fois dignement. Puis il s'en retourne chez la dame à la même heure que la veille. Eh bien, lui dit-elle en l'accueillant, pauvre paralytique, êtes-vous venu aujourd'hui tout entier? Une chaleur terrible ici. Je suis toute oppressée. J'ai rencontré votre marquis de Villarceau. Je ne l'aime pas. C'est un libertin enragé qui n'est pas si beau qu'on me l'a dit. Je m'étonne que Ninon se soit coupé du monde. 4 ans pour cet homme-là. Il faut être galant et leste. Écoutez le conte qu'on m'a fait. Nous nommerons le héros Trimalet. Monsieur de Villarceau sait mettre un acharnement peu commun dans ses passions, ma chère. Et s'il ne s'est pas illustré à la guerre, il a bataillé dans le lit de Ninon avec assez d'ardeur pour prendre la place et la garder plus longtemps qu'aucun autre avant lui. Ce fait d'armes a plus fait pour sa gloire que s'il avait vaincu 100 régiments. Arrivé, il se rend chez Ardéville. Je suis au désespoir, madame, que toutes les déclarations d'amour se ressemblent et qu'il y ait quelquefois tant de différences dans les sentiments. Je sens bien que je vous aime, plus qu'aucun homme n'est capable d'aimer, et je ne sais vous le dire que comme n'importe qui vous le dirait. Je vous aime, depuis le premier regard que j'ai posé sur vous, et je vous aimerai jusqu'au dernier instant de ma vie. Aussi croyez que, puisque je vous aime aussi violemment en n'étant pas aimé de vous, je vous adorerai si vous me laissiez de l'espoir. Malgré ses yeux bleus et ses cheveux blonds, on dit que la nouvelle reine, soumise comme une odalisque, n'aimant les sucreries, les animaux, les bouffons nains, évoque plutôt une sultane de harem. La jalousie en plus et la beauté en moins. Elle l'a amenée d'Espagne avec elle, une naine qui est, dit-on, d'une laideur épouvantable. Laisse-moi seul un moment avec madame, Rincy. J'ai à l'entretenir. Je me tire. Vous n'avez pas répondu à ma lettre. Je ne réponds jamais aux billets de cette sorte. Vous pensez sans doute qu'il est impossible qu'un homme aussi volage que j'ai eu le tort de l'être puisse être conquis par la sagesse et la modestie d'une femme telle que vous. Cependant, si surpris que je le sois moi-même, je vous aime. Je tremble que cette fierté qui me charme tant en vous ne vous permette ni de m'écouter ni de me croire. S'il y a quelque chose qui vous empêche d'être cru quand vous parlez de votre amour, c'est que vous en parlez trop bien. Les grandes passions sont plus confuses. Vous écrivez et dissertez comme un homme qui a de l'esprit mais n'est pas amoureux. Je vous prie donc de quitter ce jeu ou de ne plus reparaître chez moi. Je répudie les causeurs bénins, toujours de l'avis de leurs interlocuteurs. C'est un plaisir ineffable pour moi que de contester. La contestation paraît aussi indispensable pour se mettre en appétit avant un repas, comme pour le digérer.
Que l'un de vous rapporte son présent à Monsieur de Villarceau. Ne prenez plus garde à mes paroles, madame, qui sont faibles et qui peuvent être trompeuses. Mais observez la conduite que j'aurai avec vous. Et si vous me trouvez toujours inchangé... Monsieur de Villarceau demande à être reçu. Monsieur, c'est bien inutilement que vous soudoyez mes gens pour me faire parvenir vos lettres. Je ne les lis plus. Et vous n'y gagnerez que de me faire chasser de chez moi tous mes domestiques. Encore faudrait-il pour les renvoyer que vous puissiez payer leur gage. Cette fois, c'en est trop. Sortez et sachez que ma porte vous sera condamnée sans appel. Ce pauvre Villarceau promène dans tout Paris un tel désespoir de votre cruauté que je veux intercéder pour lui. Monsieur de Villarceau s'est comporté avec une impudence qui m'a rendu sa présence odieuse. J'en suis venue à le haïr avec une telle violence que je devrais m'en accuser à mon confesseur. Revenez à plus d'indifférence ou vous êtes perdu. Ne me grondez pas, mon ange. Quand j'ai su que vous veniez me voir, j'ai fait prévenir Monsieur de Villarceau pour qu'il puisse implorer votre clémence. Tous vos amis plaident en votre faveur, monsieur. Je cède à leurs instances. Je vous permets de revenir chez moi à la condition que vous vous montrerez dorénavant soumis et respectueux. Madame, vous me rendez la vie. Je me ferai le plus discret, le plus obéissant, le plus sage des hommes. Je vous promets que vous n'aurez plus jamais à vous plaindre de moi. Monsieur de Villarceau est là, madame, avec un ours. Un ours? Les ours sont-ils méchants comme les lions? Il faut prendre garde à leur griffes. Ils peuvent vous arracher la moitié du visage. Ciel, quelle horreur! Je tenais à vous divertir par le spectacle d'un être qui vous ressemble par sa férocité. Les douceurs. Ils vous aimeront donc. Ce n'est pas ce que vous m'aviez promis, monsieur. Je suis lasse de vos extravagances. Je vous prie d'emmener cet animal et de ne plus m'importuner davantage. Cet animal raffole du nougat. Je ne suis plus moi-même. Je ne suis plus maître de mes actes. J'ai perdu l'esprit par votre faute. Dites seulement une parole et je serai guéri. Vous m'aimez, je le sais. Dites-le. Partez. Cela me comble de vous voir courir à l'église pour y chercher du secours contre moi. La vanité vous aveugle. Entendez-moi, monsieur, une bonne fois, je ne vous aime pas. Mais si je vous aimais, sachez que jamais rien ne pourrait me contraindre à être infidèle au sacrement du mariage. Je ne compromettrai pas l'idée que je me fais de moi-même pour une laide aventure avec un homme qui, la chose faite, se rira de moi. Vous n'êtes qu'une orgueilleuse. Votre épiderme est au toucher plus froid que celui d'un serpent. Après ce jour, je crus en avoir fini à jamais avec Monsieur de Villarceau. Ma tranquillité fut de courte durée. De nouvelles raisons de me tourmenter m'attendaient. L'état de Scarron empira brusquement. Je vais mourir bientôt. Ma pauvre enfant, je ne vous laisse rien que des dettes. Hein? Je sais ce que mon esprit doit au vôtre. Cet héritage n'est pas à dédaigner. Je n'ai jamais eu qu'à me louer de vous. Au cas où vous m'auriez fait cocu avant que je meure, je vous pardonne volontiers. La vie que nous avons menée ensemble n'a pas toujours été heureuse pour une jeune femme. Lorsque vous serez veuve, je vous engage à vous remarier, cette fois avec un homme entier. À cette heure, ne vous souciez pas de mon sort. Dieu y pourvoira. Il est temps de penser au salut de votre âme.
Je vous en conjure, ne me refusez pas de recevoir un prêtre. Je voudrais bien être dévot comme vous, et croire en Dieu, et croire en son infinie bonté. Mais ma croyance, ma chère enfant, est que les religions ont été inventées par les hommes. Il n'y a rien de vrai dans tout cela. Et si vous vous trompiez? Mon ami, voici l'abbé Frémont qui est venu pour vous entendre en confession. Faites servir à boire à l'abbé, trinquons et restons-en là. Je ne vais pas jouer le bigot sur mon lit de mort. Je devine que c'est votre œuvre. J'avais obtenu de Monsieur Scarron qu'il se confesserait, et vous l'en avez dissuadé. Ma pauvre femme se désespère de me voir partir pour l'autre monde, l'âme noire. Laissez ce malheureux en repos, madame. Il a expié ses péchés de son vivant par ses souffrances. Par votre faute, Scarron ne connaîtra jamais le repos, et il continuera à souffrir éternellement. Je vous supplie à genoux, monsieur, de faire votre devoir de chrétien. Ne pleurez pas. Ah, je le ferai pour l'amour de vous, non pour l'amour de Dieu qui m'a trop maltraité. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, extinguitur in theoris virtu diaboli per impositionem, annulum nostra. Scarron mourut dans la nuit du 6 au 7 octobre 1660, ayant écrit sa propre épitaphe. Celui qui ici maintenant dort fit plus de pitié que d'envie et souffrit 1000 fois la mort avant que de perdre la vie. Passant, ne fais ici de bruit, garde bien que tu ne l'éveilles, car voici la première nuit que le pauvre Scarron sommeille. On enterra ce pauvre corps à Saint-Gervais, aux frais de la paroisse. Dans la semaine qui suivit, tout ce que nous possédions, jusqu'à mes jupons et à la chaise de torture de Scarron, fut saisi et vendu aux enchères. Je me trouvais dans l'état le plus misérable du monde, sans feu ni lieu, et sans même de quoi payer mon boulanger. Mais j'avais 24 ans, et le deuil m'allait à ravir. La cousine de Scarron avait une chambre au couvent de la Charité. Je m'y réfugiai, accablée de tristesse et d'inquiétude, lorsque ma chère Montchevreuil m'invita à passer l'été dans son petit château du Vexin. Le séjour s'annonçait fort gai. Tout en y mettant la discrétion souhaitable à une veuve de fraîche date, j'étais de toutes les réjouissances. Madame de Brinon. C'est moi. Voici Monsieur de Villarceau, mon cousin, qui nous arrive sans sa femme, qui n'a pas voulu bouger de Paris. En voyant Monsieur de Villarceau, j'avais redouté de le voir recommencer ses folies. À mon soulagement, il se montra parfaitement discret et respectueux. Il parlait peu, se montrait rarement et ne me poursuivait plus de ses assiduités. Étant rassurée sur ce point, je passais mes journées le plus agréablement du monde. Quant au repas, c'était de vrais festins. Je me demandais par quel prodige ces pauvres Montchevreuil pouvaient pourvoir à de pareilles dépenses. Si j'avais su le fin mot de l'histoire, j'aurais fui le château comme la gueule du loup et Villarceau comme la peste, puisque comme je ne l'appris que trop tard, c'était lui qui avait dressé la liste des invités et qui payait pour tout. Monsieur de Villarceau doit aller jusqu'au Ménil pour y régler une affaire avec un fermier. Vous n'avez pas été de son côté. La promenade est belle le long de la rivière. Allez donc avec lui. Accordez-moi le temps de prendre une cape.
Le chemin est encore détrempé de l'orage d'hier. Souhaitez-vous retourner au château? Je continuerai seul. J'ai passé plusieurs années de mon enfance dans la campagne niortaise. La boue ne m'effraie pas. Ah! J'ai cassé l'un de mes talons. Poursuivez seul, je vais retourner au château. Non, je vous raccompagne. Prenez mon bras. Non. Asseyez-vous sur ce muret. Je vais voir si je peux ajuster ce talon. Donnez votre soulier. Donnez-moi l'autre, que je vois un peu comment il est fait. Je crains de m'être avancé légèrement. Je ne suis pas bon cordonnier. On serait quitte pour vous porter jusqu'au château. Il ne faut pas vous donner cette peine. Toute boiteuse que je sois, je m'y porterai moi-même. Vraiment. Vous comptez aller nu-pieds dans la boue de ce chemin? Je vous en prie. Je vous en prie. Il faudra me faire l'amour pendant 1 million d'années pour me consoler des souffrances que vous m'avez fait endurer. Dites-moi que vous m'aimez. Je vous aime. Dites-moi, Louis, mon aimé, mon doux trésor. Louis, mon aimé, mon doux trésor. Que vous me faites du bien. Que vous me faites du bien. Les mots en amour ajoutent aux délices. Il y en a qui transpercent l'âme de douceur. Dites-moi, hélas, mon cœur, je voudrais que cela ne finisse jamais. Hélas, mon cœur, je voudrais que cela ne finisse jamais. Mon âme, ma vie, je sens que je meurs. Mon âme, ma vie, je sens que je meurs. C'est une folie et une extravagance. Que la nuit est longue à venir, mon doux cœur. Ma chère Françoise, je me réjouis de voir que votre aversion pour Villarceau a fait place à l'amitié. Je sais que mon cousin est un peu libertin, mais je ne désespère pas qu'il ne se convertisse à la sagesse et à la dévotion, en étant entouré d'amis comme vous et de parents comme moi. Je vous avoue que je me suis inquiétée quand je l'ai vu ici. Mais j'ai constaté avec soulagement qu'il avait tout à fait changé de comportement. Il se conduit ici en parfait honnête homme. Et il ne me donne plus aucune raison de me défier de lui. Nous serons bientôt de retour à Paris. Me laisserez vous louer une maison et prendre soin de vous. N'y comptez pas. Je suis bien trop orgueilleuse, monsieur de Villarceau, pour des arrangements de cette nature. Je préfère périr de misère. Je retournerai à ma cellule au couvent de la Charité et je remettrai ma destinée entre les mains de Dieu. C'est entre mes mains seules qu'il vous faut vous remettre. Je veux être pour vous le Dieu que vous préférez au vrai. Dites-moi, vous êtes mon seul Dieu. Taisez-vous.
discours m'emplissent de crainte et de remords. Donnez-moi un baiser. Tout indigne que je fusse de la sollicitude divine, une nouvelle fois, la Providence pourvut à mon avenir. De retour à Paris, j'avais regagné ma cellule au couvent de la Charité. Le spectre de la misère se dressait à nouveau devant moi. C'est alors que, fidèle à l'amitié qu'il m'avait promise, M. d'Albret obtint enfin de la reine que l'on me versât la pension dont on avait privé le malheureux Scarron. Je n'ai fait que vous peindre à la reine telle que vous êtes. Cela suffit pour qu'elle soit touchée. La noblesse de votre cœur m'est connue depuis longtemps. Et il m'importe plus que tout au monde de rester toujours digne de votre estime et de votre amitié. Je pus quitter mon couvent et m'établir dans une petite maison dont j'étais cette fois la seule maîtresse. Pour tout le monde, je devais rester la vertueuse veuve Scarron. C'était la condition nécessaire au maintien de ma pension. Mais tout en tremblant que nos rencontres ne soient découvertes, je n'avais pas le courage de fermer ma porte à M. de Villarceau. Il fit de moi alors cette peinture qui doit se trouver encore dans une tour du château de Villarceau, dont j'ai tremblé pendant 30 ans qu'elle ne sortît. Comment se portait votre femme ce matin? Oh, les médecins ne la trouvent guère mieux. Ni la saignée, ni les purges n'ont amélioré son état. Si elle venait à mourir, m'épouseriez-vous? Ah, voyons, Françoise, rêvez-vous? Vous êtes trop raisonnable pour ne pas mesurer le ridicule que se donnerait un Villarceau en épousant la veuve Scarron. J'ai perdu ma raison en faisant votre rencontre, Marquis. Mon cœur, mon âme, faites-moi du bien pour me consoler de me faire du mal. Vous voilà devenue bien experte au métier. J'ai toujours fait ce que j'ai fait avec le souci d'y exceller. Puisque je suis dans le péché, je mets ma fierté ou ce qu'il m'en reste à n'être pas une pécheresse malhabile. Vous m'avez enchaîné à jamais. Pour le carnaval cette année, il y a eu beaucoup plus de masques que d'ordinaire. Je ne me souviens pas d'avoir jamais vu dans les rues autant de confusion et de cavalcades. Ce qui dépasse l'entendement, c'est que la reine-mère et la jeune reine Marie-Thérèse aient jugé bon d'y prendre part. Je ne conçois pas qu'une honnête femme mette un masque. Je n'imagine pas non plus comment une reine peut perdre assez le sentiment de ce qu'elle est pour traîner au hasard des rues sous un loup de Venise. C'est gentil à vous de me raccompagner. Madame, vous êtes assez bonne comédienne pour paraître sur la scène d'un théâtre. Je connais assez bien votre vie pour sourire de pouvoir jouer les prudes. Si l'on veut pouvoir juger la conduite des autres, il ne faut pas s'exposer soi-même à la critique et ne pas démentir par ses actions ses propres maximes. Tout commence à se savoir, monsieur. Nous devons cesser de nous voir. Nous le devons, cela est certain. Ma femme est fort jalouse, et je redoute autant que vous de nous voir découverts. Mais hélas, lorsque l'amour nous possède, ce que nous dicte le devoir, il nous ôte le pouvoir de le faire. Plus je m'interdis de vous voir, et plus je fais croître mon désir de me jeter entre vos bras. Ma décision est prise. Je ne veux plus cette année vous rencontrer en quelque lieu que ce soit.
Ensuite, nous pourrons nous trouver ici ou là et nous y comporter en bons amis. Mais la porte de ma chambre vous sera à jamais fermée. Croyez-vous qu'une porte puisse me rester fermée? Je vous tuerai plutôt que de me laisser chasser comme un laquais. Ce ne sont que des paroles. Vous n'aurez pas le cœur de mettre un terme aux douceurs que nous goûtons ensemble. Je vous conjure de vous apaiser. Je m'arracherai un membre plutôt que d'être privé de vous. Nous serons encore plus discrets. Nous conserverons le secret le plus absolu. Nous pourrons peut-être dissimuler notre liaison aux autres, mais je ne pourrai me la cacher à moi-même. Je ne suis pas une Ninon, et je ne veux pas l'être. Quand je me vois lui succéder dans votre lit et être constamment confondue avec elle dans vos pensées, cela me donne le dégoût de ma conduite et le courage d'en changer. Puisque vous voulez ma mort, prenez cette épée et percez-moi le cœur. Je veux que vous sortiez, monsieur. Il n'y a plus à débattre là-dessus. Savez-vous bien ce que vous faites? Je n'y survivrai pas. Pendant plusieurs jours, je crus l'avoir tué. Il vécut 30 ans après ce coup qui devait lui être fatal. Françoise, quel dommage que vous n'ayez pas vu ce bal. C'est encore au maréchal d'Albret que je dus la rencontre de 2 femmes qui devaient jouer un grand rôle dans la suite de mon aventure. Et le roi, Françoise, si vous aviez... Bonne de Dicourt et Françoise de Rochechouart-Mortemart, qu'on surnommait aussi Athénaïs, marquise de Montespan, qui devait à la protection de monsieur d'être fille d'honneur de la reine. Françoise, c'est que ce roi n'est pas seulement le roi. Il est aussi le plus beau gentilhomme de sa cour. Sa figure, son maintien, sa taille le mettent au-dessus de tous les autres hommes. Je vois, ma chère bonne, que vous avez la tête tournée, comme toutes les dames de la cour. Auriez-vous oublié que le roi est marié et que vous l'êtes vous-même? Être la maîtresse du roi n'est pas du tout si laid qu'être la maîtresse d'un homme ordinaire. C'est une place appropriée pour une lavalière, sans naissance, sans beauté, sans fierté, et boiteuse. Ôtez vos yeux noirs de dessus moi, Madame Scarron, je vous prie. Voilà une petite femme qui ne dit mot, si bien qu'on ne sait rien sur elle, mais qu'elle en sait long sur nous toutes. Il me vient par le cardinal d'Estrée une proposition bien extraordinaire sur laquelle il me faut votre avis. La princesse de Nemours, devenue reine du Portugal, me propose d'être sa dame de compagnie et de la suivre à Lisbonne. Il n'y a pas à hésiter. Cette offre me semble inespérée. C'est votre fortune assurée. C'est l'occasion d'employer vos qualités à une fonction utile. Je serai content de vous voir enfin établi. Rien ne me retient, ni mari, ni enfant, ni maison. La raison me dicte d'accepter. Mais après avoir dépendu des autres toute ma vie, je commence à prendre goût à cette liberté nouvelle, et il me coûte d'y renoncer. La liberté n'est pas une fin en soi. Certes, vous êtes douce, enjouée, complaisante, et tout le monde vous aime. Mais plaire à tout le monde n'est pas un emploi. Si vous refusez cette offre... Je n'écoutais pas, votre mon cher peu de maréchal. raison me désespérera. Je ne partis pas. La grandeur d'un destin se fait de ce qu'on refuse, autant que de ce qu'on obtient. Le 18 juillet 1668, la lente ascension vers la fortune que j'avais, sans bien le savoir, entreprise aux alentours de ma 14e année, marqua ses premiers effets aux yeux du monde. La duchesse de Richelieu me fit inviter à la cour. Le roi venait de sortir vainqueur de sa première guerre.
Par la paix d'Aix-la-Chapelle, il gagnait 11 places fortes dans les Flandres. Ne bornant pas là ses conquêtes, il avait enfin mis dans son lit la trop magnifique dame d'honneur de la reine, la cousine de mon bon maréchal, Françoise Athénaïs de Montespan. Cette nuit-là, le roi célébrait cette double victoire. Eh bien, Françoise, que direz-vous de la fête et du roi? Regardez cette pauvre reine entourée par les deux favorites. L'une qui resplendit et l'autre qui boite. Quel spectacle! Le roi dansa à la nuit tombée. Et puis ce fut mon tour. J'avais 32 ans et je dansais pour la première fois au bal de mon prince. Je suis rompue. Dormons, ma belle. Nous reparlerons de tout cela demain. Vous étiez à ravir dans ma robe. Pour moi, je ne sentais pas la fatigue. L'éclat du soleil avait trop vivement brûlé mes yeux pour que je puisse les fermer sitôt. En regagnant ma petite maison, je me sentais d'étranges regrets et de singulières envies. 1 an après avoir entrevu les splendeurs de la cour, mon âme ressemblait à cette superposition de jupes que portent les élégantes. Au-dessus, la modeste, que tous pouvaient voir, par-dessous la friponne qu'on soupçonnait parfois. Quant à la dernière, la secrète, j'étais seule à en connaître la matière, tissée de mélancolie et d'espérance. Louise, voici votre maman qui vient. Ma belle madame, je suis bien aise de votre retour. Je me suis fort languie de vous. Vous faites des miracles, ma chère. Voilà Louise qui parle comme une dame. Allez avec Nanon, enfant. Laissez-moi causer à Madame Scarron. Je suis contente de vous, mademoiselle. Vous avez très bien récité votre compliment.
Je quitte à l'instant Athénaïs qui vous fait toutes ses amitiés. Si vous la voyez aujourd'hui, Françoise, vous en seriez éblouie. C'est une beauté triomphante à faire admirer à l'Europe entière. Et la passion du roi augmente chaque jour. Elle n'est donc plus malade? On la disait si changée qu'on ne la reconnaissait plus. Je le dis à vous car je sais que vous gardez les secrets. Mais elle n'avait qu'une de ces maladies dont on se guérit en 9 mois. Puis-je parler sans crainte d'être entendue? Nanon n'écoute pas aux portes. Et je ne dissimule aucun amant dans mes armoires. Nous ne sommes que quelques-uns à le savoir, mais la marquise a eu, voici un mois, un enfant qui n'est pas de son mari. Elle tremble maintenant que M. de Montespan apprenne l'existence de cet enfant et ne le lui enlève en tant que père, comme il en a le droit. Le roi partage cette crainte. Sa naissance doit donc demeurer inconnue. Soyez bien assurée, ma très chère, que si je vous dis cela, j'ai la permission de le faire. Je suis chargée d'une mission des plus essentielles auprès de vous. Notre ami voudrait que vous preniez soin de cet enfant. Moi? Mais pour quelle raison? Je lui ai dit votre amour des enfants et le soin que vous prenez de Louise. De son côté, elle connaît votre vertu, votre esprit, et toute la place royale sait la parfaite discrétion dont vous usez quand on vous met dans un secret. Pourquoi souriez-vous? Je songeais à la colère de votre oncle, Monsieur d'Albret, si je m'avisais d'accepter cette charge. Il me dirait: comment, madame, vous refusez d'être la dame d'honneur de la reine du Portugal pour vous faire la gouvernante du bâtard d'une de mes nièces? Ma parole, vous n'avez plus le sens commun. Entendez-moi bien. Nul ne doit rien suspecter. Ni Monsieur d'Albret, ni quiconque. Je l'ai compris. Songez, Françoise, que l'on gagne toujours à servir le roi, dans quelque emploi qu'on soit. Chère Madame Scarron, venez m'embrasser. Venez. Louise, voici Madame Scarron, qui est une personne d'un esprit supérieur et d'un grand mérite. Il n'est personne qui sache arranger mes dentelles comme Mademoiselle de la Vallière. Elle donne à ce qu'elle touche une grâce incomparable. Je ne saurais me passer d'elle. Je m'efforce de vous satisfaire. Bonjour, ma toute belle. Et voilà qui va parfaitement. Donnez que je baise vos doigts de fée. Cette pauvre fille dépérit à vue d'œil. Elle arbore ses couleurs. Elle est peinte en jaune. Pour l'avoir vue l'an passé, il m'a semblé qu'elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Vous vous trompez. Elle est l'ombre de la marquise, c'est cela qui la tue. La pauvre créature voulait se retirer dans un couvent, le roi l'a interdit. Il veut qu'elle meure à la cour. Le roi lui est encore attaché. Comme à une pièce de mobilier. Un paravent, par exemple. Bonne de Dicourt, tenez votre langue. Madame Scarron, je veux que vous entendiez mon perroquet. J'en prépare la surprise au roi. Faites-nous entendre la plainte de Cloris, messieurs. Chantez, mon bel oiseau. Je lui enseigne toutes sortes de réparties qui amusent le roi. Ainsi, quand il entend nommer le confesseur de Sa Majesté, le Père Lachaise,
La chaise percée. Allons causer, ma chère, et voyons ce qu'on peut faire pour vous. Ah, madame, nous ne sommes pas les maîtres de notre destinée. J'ai été vaincue par l'amour. Il m'a menée, malgré moi-même, jusqu'où j'avais résolu de ne jamais aller. C'est mademoiselle Desœillets, ma première femme de chambre, qui a pris soin de l'enfant jusqu'ici. Mais elle me touche de trop près et monsieur de Montespan a des espions partout. Aussi, vous me voyez bien soulagée de vous voir accepter cette charge. Par ma destinée que je n'ai pas menée davantage, je me suis trouvée sans enfants. Je les aime avec passion. Et je remarque que j'en suis aimée. Je me plais en leur compagnie et j'ai du bonheur à en prendre soin. Voilà donc une affaire qui nous satisfait toutes les deux. Imaginez-vous que le roi ne s'est résolu qu'avec peine à vous faire la gouvernante de son enfant. Et il juge sévèrement les salons parisiens. Sachant que vous y avez régné avec Scarron, il vous craint comme une pédante et une précieuse, et ne vous appelle que ce bel esprit. J'espère que nous lui donnerons bientôt la preuve qu'il a bien fait de m'écouter. Je mettrai tout mon cœur à remplir ma mission de manière à ce qu'on soit content de moi. Si tu veux être une belle fille, il faut en boire encore un peu. Eh non, elle n'en veut plus. Venez là, mademoiselle. Voyons un peu comment vous êtes faite. C'est une enfant maigrelette, mais bien gentille. Le mien est un vrai glouton. Ma foi, Louise Françoise, vous êtes des plus gracieuses. J'eus vite l'occasion de multiplier par 2 mon affection et mes occupations. Madame de Montespan mit bientôt au monde, aussi secrètement que la première fois, un deuxième bâtard, un garçon cette fois, nommé Louis-Auguste. Je suis contente de vous porter de bonnes nouvelles de vos enfants. Laissons cela. Bonne de Dicourt est chassée de la cour. Le roi l'a condamnée à se retirer dans ses terres. Il s'est découvert qu'elle avait dévoilé dans ses lettres à ses amants, le marquis de Béthune et le marquis de Rochefort, tout ce qui se passe ici de plus secret. Mon Dieu. Elle révèle l'existence des enfants avec délectation et dans tous les détails, croyez-le. Pour finir de se condamner, ce démon a peint du roi et de moi-même des petits portraits peu plaisants à contempler. Madame, cela m'affole de penser que c'est Madame de Dicourt qui m'a recommandé à vous et que vous me croyez peut-être complice de cette ignominie. Par bonheur pour vous dans ses lettres, elle ne vous épargne pas plus que les autres. Elle expose longuement les liaisons que, selon elle, vous avez eues avec mon oncle, le maréchal d'Albret, et avec d'autres encore. Vous passez à la lire pour une femme des plus légères. Je ne peux croire à tant de noirceur. Lisez donc. Le roi a la sagesse de faire ouvrir les lettres par la poste. Rien ne lui est caché de ce que pensent ses sujets, ni le mal, ni le bien. C'est une femme qui ne reparaîtra plus jamais à la cour. Elle pourrait aussi bien être morte. Je n'ai pas de fortune, madame, ni de parents. Ma réputation est mon seul bien. Je tremble à l'idée que le roi puisse ajouter foi aux horreurs dont on m'accuse ici. Vous saurez bientôt ce que pense le roi. Il a souhaité vous rencontrer aujourd'hui. Mais n'allez pas lui mettre sous le nez des yeux rougis. Il en a son content avec la Vallière. Le roi. C'est là Madame Scarron, sire. Madame Scarron, je serais bien aise d'entendre quelques nouvelles de mes enfants que j'ai le regret de ne pas connaître. Comment se portent-ils?
La petite Louise Françoise a fait une forte fièvre ces jours derniers, sire. C'est une enfant très douce, qui souffre sans se plaindre. Ce matin, elle a retrouvé assez d'appétit pour boire un bon bouillon. Louis-Auguste est un poupon bien gras et très joyeux. Les mamelles de sa nourrice contiennent beaucoup de lait. Louis-Auguste en boit tant chaque fois qu'on dirait qu'il s'est enivré. Et le sommeil le saisit aussitôt. Madame de Montespan vous est très attachée, madame. Je peux juger que c'est avec raison. Et je vous sais bon gré des services que vous me rendez. C'est une tâche bien douce, sire, d'aimer des enfants si aimables et d'avoir pour mission d'en prendre soin. Avant de nous quitter, madame, je veux que vous vous engagiez devant moi à rompre à jamais tout commerce avec madame de Dicourt. Je m'y engage, sire. Vous avez des yeux qui vous descendent au milieu des joues. Vous avez encore passé toute cette nuit sans dormir? Pauvre petit a eu des convulsions. Il fallait bien que quelqu'un le veille. Sa nourrice doit dormir pour que son lait ne se gâte pas. Cette noble dame qui est leur mère ne va donc pas les voir, même lorsqu'ils sont souffrants? Je te l'ai dit, Nanon, c'est une dame mariée dont les liens avec ses enfants ne doivent pas être découverts. Mais pourquoi restez-vous là? Allez au lit, je vous porterai du lait chaud. Je vais à l'Hôtel-Dieu avec Madame d'Albret visiter des malades. Je vais faire un peu de toilette. Et tu iras me chercher un fiacre. Vous allez vous tuer, à courir à droite et à gauche, sans repos ni le jour ni la nuit. J'ai promis le secret. Pour qu'on ne suspecte rien, je ne dois rien changer à ma vie. Je ne connais personne qui soit bon comme vous, madame. Et vous irez au paradis comme une sainte. Je rapporterai au roi ce que vous faites pour ses enfants. À Saint-Germain, lors de votre entrevue, il a été très content de vous. Il vous a trouvé simple et douce, et il s'est émerveillé que vous ayez tant de feu dans les yeux. Madame, le roi vous invite à venir visiter ses jardins en calèche. Vous pouvez m'accompagner, Madame Scarron. Le roi le veut. Du haut de ces degrés, mesdames, vous pouvez considérer les pièces d'eau et les fontaines des bosquets. Si le roi ne me parla pas, le seul fait qu'il m'eût invité à monter dans sa calèche agita les esprits. Je fus aussi surprise que les courtisans de l'honneur qui m'étaient faits. Je ne m'attendais pas à pareil traitement. J'avais, par bonheur ce jour-là, mis une robe bleue qui m'allait assez bien. Oh, madame, depuis ce matin, il me paraît qu'elle est privée de la vue, elle ne dit plus mot. Louise Françoise, ma mignonne, ma jolie, me voyez-vous? Je viens pour vous informer de l'état de la petite Louise Françoise qui m'inspire les plus vives inquiétudes. Elle a d'abord perdu la vue et la parole, puis elle est tombée dans un état d'assoupissement si profond que j'ai douté qu'elle soit encore en vie. Je lui ai mis un miroir devant la bouche sans qu'il soit terni. Pourtant, le pouls battait encore. Elle ne parle pas, mais parfois, elle pousse des cris de souffrance déchirants.
Prenez du repos avant de poursuivre, madame. Et vous nous direz l'avis des médecins qui ont vu l'enfant. Leur opinion est qu'il s'est développé dans sa tête une grosseur venue d'un abcès à l'oreille que l'on a cru guéri. Ils m'ont déclaré que seul Dieu pourrait la sauver par un miracle, mais que la médecine y était impuissante. Je suis venue vous supplier d'envoyer à l'enfant un médecin de la cour qui saura peut-être la guérir. Cela ne se peut, madame. La fatigue est le souci, vous ôte la voix et la raison. Voyons, madame, vous savez bien que nul à la cour ne doit connaître l'existence de ses enfants. Je vous supplie, mon Dieu, de la garder en vie. En échange de la vie de cet enfant, je vous offre toutes mes espérances. Sauvez cette innocente, Seigneur. Et laissez-moi dans l'ombre. Dieu n'accepta pas le marché. Ne vous affligez pas, madame. Nous vous en ferons d'autres. La pauvre petite est restée 2 jours entre la vie et la mort. Elle est morte entre mes bras, à l'aube du 3e. Comme elle s'est bien aimée. Le roi est attristé. Par un curieux hasard, la petite madame, la fille qu'il a de la reine, donne aussi tous les signes d'une maladie grave. Elle est à peu près jolie comme Méguenon, sans en avoir l'esprit. Mais le roi l'aime tendrement. La petite madame mourut 6 jours plus tard. Au début du printemps, on ne parlait que de la guerre que nous allions avoir avec les Hollandais. Monsieur de Louvois vint me porter l'ordre de me rendre au château de Lagny avec le petit Louis-Auguste. Madame de Montespan devait m'y rejoindre quand le roi se mettrait en route pour les armées et y demeurer avec moi le temps nécessaire pour faire ses couches. Voilà un enfant qui a une bien belle mine, madame. Et le regard bien droit. L'enfant peut-il faire son compliment à Madame de Montespan, sire? Faites votre compliment, Louis-Auguste. Ne regardez pas votre gouvernante, c'est à moi qu'il faut obéir, monsieur. Je suis madame votre serviteur, le plus petit mais le plus passionné. Entendez-vous comme il parle bien, sire? Voilà qui est tout à fait galant. Je vois qu'il est un élève appliqué. Il faudra aussi lui apprendre à se découvrir devant son roi. Pardonnez-nous, sire. Nous avons joué à tresser des couronnes de fleurs. On vous pardonne. Je croyais Jeanneton aussi douce que belle. Je croyais Jeanneton plus douce qu'un mouton. Hélas, hélas, elle est 100 fois, 1000 fois plus cruelle que n'est le tigre au bois, que n'est le tigre au bois. Chantez avec moi, mon petit mignon. Je croyais Jeanneton aussi douce que belle. Je croyais Jeanneton plus douce qu'un mouton. Bé, bé. Cet enfant me ravit par la vivacité de son esprit, fort éveillé pour son jeune âge. Louis-Auguste est un enfant joyeux et caressant qui aime à faire plaisir. Il retient aussitôt tout ce qu'on lui enseigne. On ne peut faire autrement que de l'aimer de tout son cœur.
bien gras. Il est gourmand, je pense. Il a la folie des potages. C'est un goût qui tient de moi. Laissez Madame Scarron emmener l'enfant, sire, et restons un moment entre nous. Allez, monsieur, je suis fort satisfait de vous. Je vous sais gré, madame, des bons soins que vous lui donnez. Vous voulez prendre un peu de repos, mamie? Si vous le voulez bien, sire. Dormez, dormez, beaux yeux, adorable vainqueur, dormez. Vous êtes d'une grande gaieté, sire, à l'heure d'être séparé de moi. Votre cœur n'est pas à l'image du mien, qui soupire et se plaint. Je vois qu'il vous importe peu de me quitter. Je goûte le moment présent, mon bel ange. J'aurai bien le temps d'être triste lorsque je ne vous verrai plus. Je songeais à mademoiselle de Mancini, qui s'est réfugiée dans une abbaye près de Fontainebleau, avec l'espoir que le roi la rappellerait à la cour. Savez-vous qu'elle lui a écrit 2 ou 3 fois fort misérablement, et qu'il était sur le point de s'attendrir? Mais je l'ai grondé sévèrement, et il lui a ordonné de quitter la France sur le champ. Quand on sait la passion qu'il a eue pour elle, et qu'on voit avec quelle cruauté il la traite aujourd'hui, pour me plaire. Presque reine hier, aujourd'hui une âme désolée, elle aussi, comme la duchesse de la Vallière. Ainsi va la cour. Aujourd'hui tout, demain rien. Les rois sont comme les autres hommes, madame. Ils n'ont pas de constance. Mademoiselle de Mancini et la duchesse de la Vallière ont commis la faute d'obéir aux ordres et d'abandonner la place sans combat. Ce n'est pas ma manière. Pour garder cet homme-là, trop de douceur n'y réussit pas. Je pleure un peu parfois pour montrer que je suis sensible, mais le plus souvent, je le maltraite. Je m'en moque. Je le dédaigne. Et je le fais pleurer. Mais de cela aussi, il peut se lasser. Quand vous sentirez arriver l'inquiétude, dit François de Sales, recommandez-vous à Dieu. C'est de sa bonté et de sa providence que l'âme doit attendre sa délivrance avec patience et tranquillité. Vous avez raison. Tout ce qui n'est pas Dieu n'est rien et doit être compté pour rien. Voici votre frère, Louis César. Avec César et Auguste, il ne manque plus qu'Alexandre pour qu'autour du roi, la famille des héros soit complète. Cet enfant n'est pas bien vigoureux. Il n'a pas le dos plat et une de ses épaules est plus haute que l'autre. Son apparence n'importe pas. Nous le destinons à l'église. Je veux vous demander, madame, de me laisser me loger dans la même maison que ces 2 enfants pour que je puisse me consacrer à les fortifier comme il faut. Tous 2 ont une santé fragile qui demande une surveillance de chaque instant. Pour que le secret soit aussi bien gardé que par le passé, je veux bien m'engager à ne plus voir mes amis et à les laisser tous dans l'ignorance de l'endroit où je demeurerai. Le roi donna son accord à ce projet. Je repris avec moi la petite Louise de Dicourt. Un plus grand nombre d'enfants avait l'avantage d'écarter les soupçons et de donner plus de gaieté. Je passais tout mon temps à nourrir, baigner, purger, montrer à lire, apprendre à tenir sa cuillère, fortifier les jambes de mon mignon par des frictions et des pommades.
Tout cela remplissait amplement mes journées. Cette veuve avait 2 filles. Sa préférence allait à l'aînée, qui était aussi méchante qu'elle. Un jour que la plus jeune était allée puiser de l'eau à une demi-lieue du logis, elle rencontre une pauvre vieille qui lui dit « Donneras-tu à boire à une pauvre vieille fillette ?» La jeune fille donne à boire à la vieille, qui aussitôt se transforme en une belle fée. Ne vous effrayez point, madame, et ne dérangez pas ces enfants. J'entendrai moi-même volontiers la suite du conte. Lorsque la jeune fille revient à son logis, à peine a-t-elle prononcé une parole que 2 roses, 2 perles et 2 gros diamants lui sortent de la bouche. Quand la mère apprend de la jeune fille qu'elle a rencontré une fée au bord de la fontaine, elle y envoie l'aînée pour y puiser de l'eau. La vieille femme s'approche et lui demande à boire. Elle la chasse rudement. À peine rentrée au logis, dès qu'elle ouvre la bouche, 2 crapauds et 2 vipères en sortent. La mère entre en furie et chasse la cadette de la maison. Le roi vient à passer. Il demande à la pauvrette pourquoi elle pleure si fort. Lorsqu'il voit des perles et des diamants sortir de cette charmante bouche, il décide d'en faire sa femme et la reine de son royaume. Voyez-vous, enfant, la méchanceté se trouva punie comme il se doit, et la bonté récompensée. Je chassais dans la plaine de Châtillon quand l'idée m'est venue de galoper jusqu'ici, pour m'assurer que vous étiez satisfaite de votre installation. Monsieur de Louvois a-t-il tout arrangé à votre convenance? Je n'ai qu'à me louer de sa sollicitude. Il est très attentif aux besoins des enfants. Je vais appeler pour que l'on apporte des lumières. Restez, madame, c'est bien ainsi. Mes enfants semblent se porter à merveille. Les jambes de Louis-Auguste se renforcent-elles? Pas autant que je le voudrais, sire. Que disent les médecins? Qu'ils sont impuissants. Et qu'il faut espérer dans le secours de la nature et de Dieu. Faites descendre un moment Louis-Auguste de vos genoux. Je veux juger par moi-même comme il se tient sur ses jambes. Je veux voir comment il se comporte sans votre appui, madame. Le pauvre mignon voudrait vous contenter de tout son cœur, sire, mais il n'en aura pas la force. Louis-Auguste, pour me plaire, vous allez vous efforcer de vous tenir bien droit, n'est-ce pas? Oui, sire. Voyons cela. Je demande pardon au roi. Oh, mignon, ne pleurez pas. On vous soignera. Bientôt, vous pourrez marcher et contenter le roi. Il y a du plaisir à être aimé de vous. Restez, madame. Vous formez avec ces enfants un tableau si charmant que je m'en voudrais beaucoup d'en déranger l'ordonnance.